Ne vous inquiétez pas, le canon n'est pas chargé sur les chemins d'Israël. On vous emmène aujourd'hui à la découverte de Yad Lashirion. Et sur les chemins d'Israël, nous avons décidé aujourd'hui de vous faire découvrir Yad Lashirion. Pour en parler, nous sommes avec Ariel Assaf. Il connaît très bien cet endroit. Bonjour Ariel Assaf. Bonjour Katé. On est où exactement ici? Alors ici, on se trouve sur le toit du poste de police de Latroun, un poste de police construit par les Anglais en 1940. On se trouve en plein cœur du pays d'Israël. On est au centre de la vallée de Ayalon. Et sur un carrefour stratégique, puisque vous voyez devant nous la route de Jérusalem, donc qui rejoint Tel Aviv, le port de Jaffa et qui monte vers Jérusalem, et derrière la route numéro 3 qui va vers le sud, vers Ashkelon et vers Ashdod. Donc on est sur un carrefour routier tellement important, tellement stratégique, qu'on se bat ici depuis déjà 4000 ans. Notre première rencontre avec cet endroit a été quand Josué arrive en Israël. Après avoir pris Jéricho, la première bataille qu'il livrera sera ici. Ici, il va arrêter le soleil pour continuer la bataille contre les Cananéens. On a vu ici les armées des croisés affronter les Mamelouks. On a vu ici Israël s'est battu en 48 pour ouvrir la route de Jérusalem qui était assiégée. On s'est battu ici en 67. Les Israéliens ont un mot qui est rentré devenu classique. On dit Mitanach vat Palmar. Depuis le Tanakh et jusqu'au Palmar. Ça couvre toute l'histoire d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce musée à ciel ouvert qui est Yad Lashirion? Alors moi j'adore amener des familles ici, ou des groupes, même quand ils arrivent juste avant de repartir, parce qu'on a ici, on a tout. On a d'abord des paysages magnifiques, on a de l'histoire, on a des tanks. Alors pour les enfants, grimper sur les tanks, se photographier. On peut grimper sur les tanks. On peut grimper sur les tanks, on peut prendre des photos sur les tanks, vous êtes invités à le faire. On a un bosquet avec un parc de pique-nique. On a un musée en intérieur avec des films qui nous montrent ce qu'est l'arme blindée d'Israël. C'est le musée le plus grand du monde au niveau de l'arme blindée, puisqu'on a 160 modèles de tanks ici. Étant donné qu'en Israël, Israël a utilisé des chars français, des chars de fabrication anglaise, des chars américains, des chars de fabrication israélienne, qu'on a pris à nos ennemis des chars russes, des chars français, des chars allemands. On a la plus grande exposition, on a 160 modèles de tanks différents. Aucun musée n'a une telle variété de tanks. C'est cher pour entrer ou pas? C'est 30 shekels par adulte et 20 par enfant. Il y a un billet familial à 100 shekels pour toute la famille. Extra. On y va, vous m'emmenez parce que je meurs d'impatience. On y va. Je meurs d'impatience de monter sur un char. Je vous invite. Je suis impressionnée, tu m'as fait monter dans une Jeep qui date de 1948. Ben oui, c'était le début du corps blindé de Tsahal. C'est des fois un peu marrant de savoir qu'aujourd'hui on a le tank le plus performant du monde, mais on a commencé en fait avec rien. Donc on a ces Jeeps qui portent une mitrailleuse. On a à notre droite ce qu'on a appelé les sandwichs. Okay. C'est un camion sur lequel on a mis 2 plaques de tôle avec une plaque de bois. Et donc c'était un transport blindé qui permettait d'amener les soldats plus près du feu, mais on n'avait pas de vrai tank. C'est pas vraiment un tank quoi? Non, c'est pas du tout un tank. Alors mais je vois des petites ouvertures sur les côtés. Oui, ça permettait de tirer. Ça permettait aux soldats de sortir une arme et de tirer. Mais c'est des soldats qui tiraient avec leur fusil à partir du véhicule. Alors il y a beaucoup de tanks, oui, de toutes les sortes. C'est assez impressionnant quand même. C'est assez impressionnant. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est le premier tank de l'armée israélienne. Il est juste derrière nous. Il a même son nom. On l'a renommé Hanamer Hanoraï, la panthère redoutable. En fait, c'est un tank que les Arabes ont abandonné. L'armée jordanienne a abandonné à côté de Lod parce qu'il est tombé en panne. Et Moshe Dayan, qui est le commandant du groupe blindé, qui ne dispose d'aucun blindé, dit à un de ses soldats: toi, au kibbutz, tu t'occupes des tracteurs, tu connais la mécanique, remets-moi ça en marche. Et on va remettre ce blindé en marche, et avec ce blindé, on va prendre la ville de Lod. Ouais, donc c'est vraiment, on est au cœur de l'histoire d'Israël. C'est l'histoire d'Israël, et c'est surtout au cœur de ces histoires incroyables. On a commencé avec rien, quoi. Alors Ariel, si je comprends bien,
chaque tank qui pour moi complètement profane, pour moi ça a l'air d'être tous les mêmes. En fait chaque tank a une histoire. Bien sûr, ce tank, ce Sherman que tu vois ici. Celui-là? Oui, tu le connais. Okay. C'est le tank qui a enfoncé les portes de la vieille ville au char Arayot en 67. C'est lui qui a permis aux parachutistes de Motagour de rentrer dans les villes et de publier Harabaïd Biadenu. Alors ici on a le début de l'arme blindée de Tsahal en 48, les 14 premiers tanks qu'on a eus. De ces 3 modèles. Ceux-là étaient offerts par 2 déserteurs anglais qui nous ont amené leurs tanks. Sympa. Ceux derrière ont été remis en état. On a ici le Hotchkiss qui a une histoire absolument incroyable. Ce Hotchkiss qui appartenait à l'armée française a été capturé par les Allemands dans la débâcle. Il a été utilisé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est tout petit. Il est tout petit, il y a 2 soldats dedans. Il y a un commandant qui tire et il y a un chauffeur. D'ailleurs, comment est-ce que le commandant fait passer les ordres au chauffeur? Il donne des coups de pied dans les omoplates. Puisqu'il n'y a pas de système pour parler. Et donc ce tank qui était dans l'armée française, dans l'armée allemande, dans l'armée anglaise, a fini par être acheté par Israël et a fait la guerre d'indépendance. Et on arrive maintenant au Merkava, qui est le dernier né de la technologie israélienne. On va monter dessus. Donc là, c'est celui qui fait rêver. C'est ça, les enfants peuvent venir ici. C'est la guerre des étoiles, c'est un monde de technologie de pointe très spécial. On ne se rend pas compte comme ça. Je suis assez impressionnée parce que c'est vraiment le fleuron de l'armée israélienne. C'est un tank plein de technologie. Ah, c'est un bijou technologique. On a commencé à le développer après l'embargo français de 67, quand on a eu peur de ne plus être fourni en tank, puisqu'on avait des tanks français comme les avions. Et Israël Tal, le général d'Israël Tal, décidé de faire un tank israélien. Un tank, en fait, il a 3 fonctions. Une, c'est un engin mobile qui est tout terrain, il peut aller partout. Deuxièmement, il a une puissance de feu énorme, il a un canon, il a des mitrailleuses, il a des mortiers. Et troisièmement, il protège l'équipage grâce à son blindage. Et chaque fonction est au détriment des autres. Si vous voulez un tank qui protège mieux l'équipage, on met un blindage plus épais, il sera moins rapide. Israël a décidé, priorité numéro 1, protection d'équipage. Et alors on a fait du jamais vu. Dans tous les tanks du monde, ont tous leur moteur à l'arrière, pour 2 raisons. C'est plus facile technologiquement, et surtout, si le tank est frappé à l'avant, le moteur reste intact, on peut réparer le trou dans le blindage et repartir à l'attaque. Mais par contre, l'équipage sera mort, il faut changer l'équipage. Israël, non, protection d'équipage priorité numéro 1. Et ce qu'on a fait, on a fait passer le moteur devant. À l'avant. Donc si le coup porte à l'avant, c'est le moteur qui est touché et pas l'équipage. Et chaque obus à l'intérieur est dans un caisson étanche. Quand vous mettez chaque obus dans un caisson étanche, vous protégez l'équipage, puisqu'il y a beaucoup moins de risques que l'obus explose. Mais vous en avez beaucoup moins, ça prend de la place l'emballage de l'obus. Et donc on perd de la puissance de feu puisqu'on a moins d'obus qu'un char ennemi. Alors ce qu'a fait Israël, c'est qu'on a développé le système de tir le plus performant du monde. Et si en général un tank tire 3 obus avant de mettre un coup au but, le Merkava est en train de sauter sur les rochers, met le premier obus dans sa cible. Tu m'as l'air bien renseigné quand même sur ce char. J'ai l'impression que tu le connais plus que bien, on va dire. Disons que j'ai eu la chance et l'honneur de travailler sur un système de défense du char. Le char Merkava est le premier char du monde qui a un système d'autodéfense comme il y a dans les avions, qui détecte un missile qui fonce sur le char et engage des leurres qui vont tromper le missile et l'envoyer sauter ailleurs, mais pas sur le char. Et à la dernière guerre à Gaza, le dernier engagement à Gaza, le corps des blindés a dit que 40 équipages avaient été sauvés grâce à ce système. Ok, alors juste pour finir, parce que c'est quand même un char qui est assez impressionnant, c'est quoi cette espèce de gravillon qui est sur le sol de ce char? C'est tellement bête que c'est complètement génial. On s'est rendu compte que en fait, les tankistes, quand ils montent sur leur engin, ils ne montent pas comme nous par un escalier. Ils doivent escalader leur tank. Clair. En hiver, quand il pleut, c'est de la tôle, c'est glissant, ils se cassent la jambe. En mettant ce gravillon dans la peinture, nos soldats ne se cassent plus la jambe en montant sur leur char ou en descendant de leur char. Alors Ariel, ce bâtiment, on était dessus tout à l'heure, mais il est quand même intriguant parce qu'il est au centre, il est très très vieux. C'est quoi exactement? C'est une forteresse de police que les Anglais ont construit ici pendant la grande révolte arabe dans les années 36-39 parce qu'ils dominent la route de Jérusalem. À partir de là, on peut bloquer la route de Jérusalem, c'est ce que les Arabes feront en 1948 à la guerre d'indépendance. Jérusalem est assiégée, affamée, les convois ne passent plus et les Jordaniens ont reçu les clés de ce bâtiment des Anglais en 1948. Et Ben Gurion a dit, pour envisager Jérusalem et ne pas avoir d'État d'Israël, mais un État d'Israël sans Jérusalem, c'est inconcevable. On a 100 000 Juifs prisonniers, affamés, assoiffés à Jérusalem. Et il faut à tout prix ouvrir ce chemin d'approvisionnement. La première bataille échoue et on laisse sur le terrain 74 tués et des centaines de blessés. Et on va réattaquer la Troune et on va de nouveau laisser 54 tués sur le terrain. Et on va réattaquer la Troune. Et ce qui va se passer, on ne va pas réussir. Et finalement, ce qu'on va faire, on va construire la route de Burmanie, cette route qui contourne la Troune. Et à la barbe des Arabes qui sont là, on a fait un contournement de la route et on peut ravitailler Jérusalem. Et Jérusalem était sauvée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment? On a d'abord un auditorium avec des films sur les blindés. On a un mémorial, on a un musée.
Et on a quelque chose de tout à fait spécial, un musée sur les combattants juifs dans les armées en 1939-45. On verra qu'il y a eu des juifs dans l'armée chinoise, dans l'armée indienne, et c'est présenté dans ce musée. Alors, on était obligé de faire un stop dans cet endroit incroyable. Moi, c'est un amphithéâtre a priori, mais un amphithéâtre très célèbre quand même en Israël. C'est un amphithéâtre qui sert à énormément de cérémonies militaires. Beaucoup d'unités des blindés et de pas des blindés font ici des cérémonies, puisqu'on est au centre d'Israël, donc c'est facilement accessible à partir de tout endroit du pays. Et ça sert même, par exemple, à la marche des vivants, où j'ai guidé des fois les groupes du monde entier qui vont faire la marche des vivants à Auschwitz et viennent après fêter le Yom Ha'atzmaut en Israël. L'apothéose, c'est la soirée de folie qu'ils font ici dans cet amphithéâtre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui sont venus en famille? Évidemment, on n'a pas tout vu, hein. On a ébauché un petit peu tout ce qu'il y avait à faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aux alentours une fois qu'on a fini la visite? Aux alentours, la liste est infinie. On peut se promener dans la nature, on peut se promener dans le parc Ayalon, on peut se promener sur le chevet d'Israël, on peut aller pêcher des poissons dans les bassins de Tal Shachar, on peut aller visiter le mini-Israël, encore beaucoup d'autres possibilités dans la région. Bon, alors, et pour ceux qui sont organisés, on a vu, il y a des petites aires de pique-nique, mais ceux qui sont un peu moins prévoyants, on va dire. Alors, vous pouvez juste sortir du musée de Yad LaShirion, vous avez devant la porte un restaurant qui s'appelle Noc Latrone, mais je vous invite à un restaurant un petit peu meilleur à Tal Shachar, à 10 minutes d'ici. Alors on se quitte sur la charmante terrasse du café Sparrow dans un très joli petit ichou. C'est pittoresque. Merci d'abord Ariel de nous avoir fait découvrir cet endroit. Merci pour la balade. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de faire découvrir à d'autres personnes. C'était réussi. On a beaucoup apprécié. On a appris plein de choses. Alors évidemment, on peut faire encore tout un tas de balades dans la région, tout simplement. Exactement. Il y a énormément de promenades à faire. Il y a aussi une excellente cave à vin pas loin où on peut aller déguster. Et on peut, ici, ce qui est important, c'est qu'on peut allier les balades avec l'histoire, puisqu'on est sur les traces des combats de Yoshua, des Hashmonaim Chanukah, sur l'histoire de 48. Il y a énormément de balades avec l'histoire d'Israël dans la région. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Évidemment, si vous avez envie de faire des balades, de découvrir Israël, vous pouvez avoir recours à un guide, parce que c'est vrai que les temps sont durs pour les guides et en même temps, c'est vrai qu'on passe à côté de plein de choses quand on se balade tout seul parce qu'on ne connaît pas, évidemment. Donc, avec plaisir. C'était très sympa. À bientôt. מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת